Bienvenue au premier Facebook Live de Génération sur les questions européennes. Nous avons toute une heure devant nous pour répondre à vos questions avec 3 députés européens, Guillaume Balas, Édouard Martin et moi-même Isabelle Thomas. Nous sommes ravis de commencer cet exercice avec vous. Alors, nous avons déjà des questions qui sont arrivées par mail. Nous répondrons bien sûr autant que faire se peut aux questions qui arriveront en direct au fur et à mesure. Ne soyez pas trop peinés si nous ne répondrons pas à toutes les questions ce soir. Rassurez-vous, nous aurons d'autres occasions pour refaire le même exercice. Donc c'est Guillaume qui va animer cette soirée et poser les questions, retranscrire les questions que vous posez. Pardon. Oui, merci beaucoup Isabelle. Bon, en fait, beaucoup de questions sont arrivées. On essaie de les organiser pour répondre de manière un petit peu cohérente. La première, Isabelle, c'est pour toi, c'est sur la charte sociale européenne. Donc, il y a une charte sociale qui existe en Europe. La question qui est posée par Muriel de Toulouse, c'est quelle valeur juridique et contraignante y a-t-il pour cette charte sociale européenne ? Justement, le problème de cette charte sociale européenne, qui est très bien dans son contenu, c'est qu'il n'y a pas véritablement les moyens de la faire appliquer. Alors plus exactement, il y a un comité d'experts indépendant qui peut répondre aux sollicitations, mais au final, ce comité d'experts indépendant n'a aucun moyen de sanction, et c'est la raison pour laquelle il est si difficile concrétiser dans les faits les infractions à cette charte sociale européenne. Cependant, récemment, en tout cas pour la France, la Cour de cassation a validé les plaintes et fait appliquer en quelque sorte la charte sociale européenne. Merci beaucoup Isabelle. On voit bien que pour ce qui est du social, ces chartes aujourd'hui ont des difficultés à être efficaces. Alors, est-ce qu'il en est de même, Édouard, sur la question de délocalisation ? Tu es spécialiste des questions industrielles ici au Parlement, tu es membre des commissions qui y correspondent. Et donc, Éric Baillet de Valence te pose une question. Comment concrètement obtenir un vote majoritaire au sein du Parlement européen permettant de lutter contre les délocalisations à l'intérieur de l'espace européen ? Est-ce qu'on a progressé sur cette affaire depuis 10 ans ? On progresse trop timidement, je trouve, mais il faut effectivement accélérer le pas et renforcer notre positionnement. Malheureusement, hélas, aujourd'hui, il n'existe aucune loi, aucune règle européenne, ni même nationale, qui interdise une délocalisation, parce que l'Europe se construit autour de la liberté de bouger, que ce soit les circulations, par exemple, des biens et des personnes, et ça concerne y compris les entreprises. Donc, une entreprise a toute liberté d'aller s'installer là où elle le souhaite. Mais évidemment, vous posez la bonne question, on voit bien que et ça nous porte préjudice, surtout les pays de l'Ouest, là où on a les droits sociaux les plus élevés, que les entreprises vont s'installer plutôt dans les pays à bas coût, les salaires les plus bas, et ça n'est pas rien. Là où on paye aussi, y compris le moins de taxes, le moins d'impôts possible. Et comment lutter contre ça ? Guillaume, tu fais partie de ceux qui ont contribué, qui contribuent à éviter les délocalisations les plus sauvages, c'est-à-dire faire en sorte qu'on harmonise les droits des travailleurs par le haut, parce que c'est le domaine sur lequel tu travailles, notamment la directive des travailleurs détachés. Comment on harmonise aussi les cotisations sociales des travailleurs au sein de l'Union européenne et faire en sorte que ce ne soit pas non plus un élément de concurrence déloyale. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant effectivement franchir le pas. Et là, on a besoin d'avoir une harmonisation fiscale, que l'ensemble des pays européens se mettent d'accord sur une fiscalité unique, ou en tout cas harmonisée au niveau européen. Et là, pour le coup, le Parlement européen, l'Europe n'a pas cette compétence-là. Ce sont les États qui peuvent le faire. Et là aussi, je profite de cette question complètement pertinente et qui est un véritable enjeu pour la construction européenne. Il faut que les États sortent de leur hypocrisie et prennent ses responsabilités et faire en sorte que si on veut avoir effectivement une souveraineté européenne qui protège les citoyens européens, ça passe aussi d'abord par mieux lutter contre la concurrence déloyale intra-européenne et donc par une harmonisation fiscale. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas le faire parce que la faiblesse de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et nous voulons effectivement une Europe qui prenne des décisions au niveau central de l'intérêt général. Il y a encore du travail à faire, mais nous n'avons pas dit nos derniers mots et en tout cas, on bataille pour faire en sorte que cela arrive le plus tôt possible. Bien, merci. Alors après, c'est une question peut-être pour moi-même, parce que je suis coordinateur avec Claire Monod de Génération. Et là, il y a une question qui s'adresse à Génération.
Combien de candidats génération pourront se présenter sur une liste européenne éventuelle? Comment sont-ils désignés? Aurons-nous une liste nationale ou une liste transnationale? Alors, je commence d'abord sur la question de la liste transnationale. Il faut être bien clair, il n'y aura pas de liste transnationale en termes juridiques, puisque la droite, ici au Parlement européen, a fait battre l'hypothèse de liste transnationale. Donc, il y aura simplement des listes dans chaque pays. Après, rien n'interdit, évidemment, de pouvoir prendre des Européens qui ne sont pas de votre pays sur ces listes-là, même s'il faut 6 mois de résidence. C'est une des règles aujourd'hui qui existent dans l'Union européenne. Alors, Génération, avec ses partenaires comme Diem, comme Razem en Pologne, comme Alternivet ou d'autres, eh bien, nous avons décidé de créer, par contre, une structure transnationale qui a pour but d'avoir un programme qui soit un véritable programme européen et auquel doit se conformer toutes les listes qui seront des listes qui se reconnaîtront dans ce parti transnational. Comment Génération va faire ces listes? Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas encore. Pourquoi? Puisque nous lançons un processus à partir de la fin du mois d'avril jusqu'au 1er juillet de cet été sur quelles sont nos règles internes et notamment de désignation des candidats. Comment ça marche? Nous avons fait tirer au sort un conseil des membres de 30 personnes, 15 hommes, 15 femmes, qui doit rendre le 5 mai ses propositions sur l'ensemble de ces sujets et ensuite elles seront débattues par l'ensemble du mouvement qui fera ses propres choix sur la manière de, au mieux, désigner ces candidats. Donc, réponse à la fin de ce processus et au début de l'été. Alors, je passe maintenant à une question qui vient de nous arriver. Ça tombe bien puisque Isabelle est spécialiste des questions d'Europe maritime. Et c'est donc quel projet pouvons-nous avoir pour l'Europe maritime aujourd'hui, Isabelle? Merci de cette question parce que c'est un peu ma passion. Mais effectivement, il y a un truc absolument incroyable. On a fait à peu près l'Europe de tout, si je puis dire. En tout cas, le territoire terrestre, lui, et ses frontières sont bien encadrées par les traités. En revanche, pour la mer, c'est pas de règles, pas de régulation, à part sur la question de la pêche. Mais pour le reste, on a en fait, on est resté à à une vision nationale du maritime. Et donc, à mon avis, en tout cas, c'est le projet que nous portons. Le projet, c'est celui d'un espace maritime européen, régulé, c'est-à-dire les mêmes obligations et les mêmes devoirs pour tous. Je prends l'exemple incroyable en matière écologique des pollutions de l'eau. Dans les textes, dans les directives, la question de la pollution de l'eau est bien traitée, du préjudice écologique des masses d'eau est traité, mais il est traité uniquement pour les masses d'eau terrestres et pas pour les masses d'eau marines. Et donc, évidemment, il y a là un rattrapage à faire et urgent, puisqu'on sait bien que la question des pollutions marines, surtout au large des côtes bretonnes, a fait énormément de dégâts. Et pourtant, à part la Cour de cassation qui l'a reconnu à l'occasion de l'ERICA, eh bien, il n'y a pas de préjudice écologique aujourd'hui dans les règles européennes pour les eaux maritimes. Bien, alors merci Isabelle pour ces précisions. Ça va être un enjeu central, la question de l'Europe maritime, cette nouvelle frontière aujourd'hui qui est ouverte pour nous. Mais il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises qui s'intéressent à ce sujet et à tous les sujets industriels, Édouard, de manière globale. Alors on a une question sur ces sujets que je vais retrouver. C'est de Martine Émile. Elle te pose la question, Édouard, comment envisagez-vous d'avancer pour une plus grande transparence européenne sur le pouvoir des lobbies industriels au sein des institutions européennes? On dit souvent qu'il y a des lobbies et que ces lobbies exercent une pression qui est une pression anormale. Est-ce vrai? Est-ce faux? Où est-ce qu'on en est? Alors évidemment, les lobbyistes existent à Bruxelles. On a l'habitude de dire que Bruxelles c'est la capitale des lobbyistes. On parle d'environ 20 000 lobbyistes présents à Bruxelles. Alors un lobbyiste c'est quoi? C'est un groupe de pression qui vient défendre des intérêts ou particuliers ou des intérêts généraux. Et effectivement, déjà, à Bruxelles, c'est déjà un peu plus transparent que dans beaucoup d'autres pays. Il y a obligation de s'enregistrer, de se faire connaître
comme lobbyistes auprès des institutions européennes, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut aller plus loin, vous avez raison, c'est une bonne question. Nous, on préconise, et en tout cas on demande à ce qu'il y ait une transparence dans le registre des rendez-vous que nous avons avec les différents lobbyistes, qui on reçoit, à quel moment, sur quel sujet. Là, je pense qu'il faut jouer la transparence, il faut que les citoyens européens sachent quels sont les lobbyistes que son député reçoit. En même temps, c'est quand même pas, c'est pas un gros mot, le mot lobbyiste, hein. Lobbying, j'ai l'habitude de dire, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Il y a ceux qui viennent défendre des intérêts particuliers, il y a ceux qui viennent défendre les intérêts, l'intérêt général. Et ça, mais on a l'habitude, nous, d'écouter tout le monde. Là où la fragilité existe, c'est pas du côté des lobbyistes, parce que j'ai envie de dire, ils sont payés pour faire cette pression. C'est la fragilité des élus que nous sommes. Et c'est à nous de nous préserver, c'est à nous d'être assez fermes pour être en capacité d'écouter effectivement les lobbyistes, mais pas non plus être sous pression et en tout cas se faire influencer par eux, notamment au moment des textes de loi. Et donc, nous sommes un certain nombre à s'être dotés d'un code de conduite, par exemple. Nous n'acceptons aucune invitation personnelle, ni dans un restaurant, ni quoi que ce soit, parce que ça peut paraître banal, mais se faire inviter dans un restaurant, c'est plus que de partager un verre ou un repas. Certains essayent de faire quasiment ami-ami avec vous. Et nous sommes tous des êtres humains et on n'est pas à l'abri d'avoir cette faiblesse au moment de voter, se dire finalement ce lobbyiste-là est plutôt sympa, etc. Donc il faut garder la distance nécessaire et c'est pour cela que nous nous donnons comme objectif et en tout cas comme mode de fonctionnement de recevoir les lobbyistes, mais dans notre bureau et nulle part ailleurs. Mais d'abord, le registre sur la transparence des rendez-vous de chaque député. Alors merci beaucoup Édouard. À propos de lobby, on a beaucoup parlé de leur influence au moment du passage des accords du CETA. Le CETA, c'est donc cet accord entre l'Union européenne et le Canada. Vous savez qu'en fait, auparavant, on pourrait dire, beaucoup d'accords commerciaux étaient multilatéraux, c'est-à-dire que c'était l'OMC qui les gérait. La réalité, c'est que l'OMC n'en gère plus beaucoup et qu'aujourd'hui, nous sommes dans des accords bilatéraux, c'est-à-dire entre l'Union européenne et d'autres puissances qui peuvent être des pays ou des agrégats de pays. Donc, la question, en fait, par rapport au CETA, elle est plus large. C'est que penser aujourd'hui de la politique commerciale de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui extrêmement sceptiques sur cette politique commerciale, car nous pensons que ces accords de libre-échange sont des accords qui ont bien des défauts. Ils en ont trois principaux. Le premier, tout d'abord, c'est qu'ils ne défendent pas les industries naissantes ou activités économiques naissantes en Europe, en les mettant trop tôt en concurrence avec notamment des entreprises étrangères qui ont voix sur le marché européen. Et donc, il n'y a plus de stratégie européenne industrielle et de protection de nos industries, ce qui pose bien des problèmes. Deuxième sujet, où sont aujourd'hui les critères sociaux? Quand on voit que des pays peuvent, et je pense à la Chine notamment, faire et produire aujourd'hui dans des centres qui sont des centres quasi d'esclavage pour prisonniers et donc à très bas coût, et ça pèse sur l'économie mondiale de façon extrêmement forte, comment nous pouvons-nous accepter ces produits sans les réévaluer afin d'inciter à la Chine de mettre fin à ce type de pratique? Troisième sujet, évidemment, c'est la question écologique. On sait que les critères écologiques sont absolument indispensables. Par exemple, on produit aujourd'hui un certain nombre d'objets où on fait pousser, où on élève un certain nombre de produits agricoles et nous savons que les conditions écologiques dans lesquelles cela est fait sont catastrophiques. Y a-t-il, oui ou non aujourd'hui, des écluses écologiques à mettre? Bien sûr. Tout ça, c'est ce qui manque dans le CETA. Tout ça, c'est ce qui manque dans la plupart des accords commerciaux que nous passons aujourd'hui. Et je passe sur le fait que, notamment, la procédure de différence, c'est-à-dire s'il y a un différend entre une entreprise et un État sur la question de savoir qui a raison par rapport au texte de l'accord de libre-échange, eh bien, on met en place des justices spécifiques qui sont déconnectées des justices des pays et qui sont très souvent des justices privées, des tribunaux arbitraux. Donc, oui à une politique commerciale, mais une politique commerciale juste. Et pour ça, il faut des critères sociaux et écologiques, pourquoi pas même des critères démocratiques. Alors, je passe maintenant à plein d'autres questions qui sont en train d'arriver et c'est extrêmement bien. Peut-être une question d'actualité, Isabelle, c'est cette affaire Selmayr. Alors, pour rappeler, donc c'était le directeur de cabinet du président de la Commission européenne, Monsieur Juncker, et il a été nommé secrétaire général dans des conditions bien bizarres. Et est-ce qu'il faut accepter ou pas cette nomination et que vont faire les députés de Génération ?
Oui, effectivement, les conditions étaient plus que bizarres, puisque il y a des procédures, comme dans toute administration. La Commission européenne est une administration des institutions, est une institution avec ses règles de nomination, et le dénommé Selmayr a enfreint, c'est le mot qui convient, enfreint les règles et les procédures. Pas que lui. Non, mais à ce poste-là, c'est quand même tout à fait symbolique. Et donc, le paradoxe, et tu as raison de dire pas que lui, parce que le paradoxe, c'est que normalement, parmi les responsabilités de la Commission européenne dans les traités, il y a celle de faire respecter le droit des traités. Donc là, on est quand même, c'est un peu fort de café. L'institution qui est censée faire appliquer le droit et les traités ne s'applique pas à elle-même ce qu'elle est censée faire appliquer aux autres. Et alors, je peux vous dire que notamment, par exemple, sur les fonds de cohésion ou sur les fonds sociaux, à l'euro près, elle est capable d'annuler une subvention de l'Union européenne parce qu'on n'a pas justifié un timbre ou une petite dépense. Et là, par contre, sur des choses aussi importantes, elle enfreint les règles. C'est pas les seules d'ailleurs. En ce moment, la Commission enfreint beaucoup de règles. Je pense à ça parce que la pêche électrique, par exemple, c'était aussi un très bon exemple, la Commission avait autorisé les Pays-Bas à 22% de pêche électrique, alors que dans les règlements, c'était limité à 5%. Mais revenons à Selmayr. Donc, il a enfreint, avec la complicité du président de la Commission, les règles de procédure. Et bien évidemment, nous ne comptons pas à Génération rester les bras croisés. Demain va être votée la décharge de la Commission. Alors la décharge, en quelque sorte, c'est est-ce qu'on donne le blanc-seing à la manière dont la Commission a dépensé son argent ou pas? Eh bien, pour Génération, il s'agira soit sous forme d'un amendement, si cet amendement est mis au vote, soit par un rejet du vote de la décharge de la Commission. Bien, merci beaucoup. On va repasser à une question qui avait été envoyée par Internet, parce que là, on prend beaucoup les questions qui arrivent et c'est normal, on va continuer. Édouard, c'est pour toi. Il y a aujourd'hui des grands sujets européens où on voit bien qu'ils ne peuvent plus être traités au niveau national. Je pense par exemple à la question de l'immigration, mais on peut penser aussi à la question de la défense collective, notre propre sécurité. Et il y a une question qui t'est posée. Quels freins existent aujourd'hui à la création d'une défense ou d'une politique d'immigration au niveau européen? Là aussi, c'est ce que je dis régulièrement, c'est le manque d'Europe. Là, c'est une compétence qui n'appartient pas à l'Union européenne. C'est une compétence complètement nationale. Donc, si on conseille, c'est aux chefs d'État de se mettre d'accord sur quelle politique migratoire ils sont prêts à accepter, et quelle politique de défense ils sont prêts à accepter. Et d'ailleurs, sur la défense, ça avance un peu parce que nous sommes en train de rédiger un texte qui va dans ce sens-là, notamment dans la recherche et l'innovation autour de la défense. Ça n'est pas le cas sur la politique migratoire, comme vous le voyez, hélas, 3 fois hélas. Et là, l'Europe manque à l'idée même, aux valeurs européennes, parce que l'Europe, ça n'est pas uniquement un grand marché, même si c'est ça qui domine, hélas. L'Europe, c'est aussi des valeurs, et dans lesquelles il est inscrit dans nos textes, dans nos traités, que nous avons l'obligation de porter secours à tous ceux qui fuient la guerre, la barbarie ou l'oppression. Et ça, on est complètement à la ramasse aujourd'hui. Le seul pays qui a, pour des raisons peut-être diverses et variées, qui a répondu à la crise des réfugiés syriens, c'est l'Allemagne qui a accepté d'accueillir 1 million de Syriens. Et je profite de cette question, je remercie la personne qui me la pose, pour rétablir quelques vérités, parce que j'entends trop de mensonges où on nous dirait qu'on ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'économiquement ça n'est pas tenable, etc. Je tiens simplement à dire la chose suivante, c'est que l'Europe, par la vente de ses armes, l'ensemble des pays européens qui vendent des armes, ça rapporte à l'Union européenne 54 milliards d'euros chaque année. Et ça fait vivre à peu près 400 000 travailleurs, directs ou indirects. Et donc, vous imaginez bien que des pays comme l'Arabie Saoudite, les pays comme la Syrie actuellement, qui bombarde sa propre population, qui fuit la barbarie, eh bien, elle essaye de trouver refuge auprès de l'Union européenne, puisque nous sommes reconnus comme un territoire qui vient en aide à ceux qui souffrent, etc. Et s'entendre dire on ne veut pas de vous parce qu'économiquement on ne peut pas, j'ai envie de dire à qui profite la guerre, à qui profite le crime.
Les Syriens sont doublement condamnés aujourd'hui. Non seulement on vend des armes à Bachar al-Assad qui leur envoie sur la figure, et en plus on refuse cette population qui, elle, n'a pas vocation à rester. Elle nous le dit nous-mêmes. Elle nous le dit elle-même, parce que on a discuté avec des Syriens qui nous disent, nous on a vocation à retourner chez nous une fois que le pays aura retrouvé une stabilité et une démocratie. Donc l'Europe doit d'abord effectivement s'entendre sur comment on pèse un peu plus de diplomatie européenne pour faire en sorte que dans ces pays-là, très rapidement, il y ait la démocratie et le respect des droits de l'homme. Donc voilà, nous ne pouvons pas passer à côté des enjeux majeurs comme celui-là. Et donc nous, le Parlement européen, nous nous sommes positionnés à maintes reprises. On a fait des appels au Conseil, aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement, dire nous ne pouvons pas ne pas tendre la main à ceux qui sont en souffrance, parce que d'autant plus que nous bénéficions, entre guillemets, économiquement de ces ventes d'armes. Et c'est là où l'Europe est faible, parce que nous n'avons pas cette compétence et on aimerait tellement l'avoir. Alors merci beaucoup Édouard. Il y a des questions Isabelle, mais que je vais regrouper pour toi parce que c'est un petit peu les mêmes, et en tout cas elles sont cohérentes entre elles. C'est en gros un peu la question de est-ce qu'on peut aller vers une Europe plus fédérale? Tu disais, Édouard, aujourd'hui, on voit bien qu'il nous manque des compétences. Donc, avoir une Europe plus fédérale, pourquoi pas, mais enfin, encore faut-il que ça soit utile. Et on voit que ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, le budget européen. Qu'est-ce que le budget européen? Est-ce qu'il est aujourd'hui suffisant? Et est-ce qu'il pourrait surtout être beaucoup mieux utilisé, augmenté? Bref, toute cette question budgétaire. C'est lié à la zone euro. Est-ce qu'il faut un budget propre de la zone euro? Est-ce qu'il faut donc une assemblée parlementaire de la zone euro? C'est une question qui avait été notamment soulevée pendant l'élection présidentielle. Et plus globalement, on le sait, nous travaillons avec nos amis de Diem 25 sur l'idée d'un Green New Deal, c'est-à-dire d'un grand plan d'investissement écologique au niveau européen. Comment articuler cette proposition avec justement ces éléments budgétaires et la question de la zone euro? Tu auras peut-être droit à un peu plus de 2 minutes pour y répondre. Bon, d'abord sur le budget, parce qu'en plus je lis aussi avec la question de Bertrand Codillon de Guyane, qui demandait comment on augmente le budget tout en diminuant les contributions des États membres. Donc j'ajoute à ton bloc le budget de l'Union d'abord. Il faut savoir, c'est absolument ridicule. C'est 1% du PIB. Si on compare avec le budget du produit intérieur brut, si on compare avec le budget justement le budget fédéral des États-Unis, celui-ci est environ à 22%. Donc on voit que pour l'Union européenne, on a vraiment de tout petits moyens et on peut augmenter ce budget sans augmenter la contribution des États membres. Tout simplement avec ce qu'on appelle les ressources propres. Alors je ne vais pas faire trop long, mais en gros, au début de l'Union, 70% du budget était financé par les ressources propres. C'était par exemple les droits de douane. Il faut dire que ceux-ci ont fondu parce que les accords de libre-échange, n'est-ce pas, ont supprimé les rentrées d'argent. C'était une partie de la TVA, c'était une partie des importations agricoles, bref. C'était 70% du budget et les États membres, eux, ne payaient que 30% du budget. Sauf que depuis les années 90, ça s'est inversé. Aujourd'hui, l'essentiel des recettes du budget de l'Union, c'est les chèques des États membres. Et ceci explique que le budget, d'année en année, il se réduit. Et donc la solution, c'est des États membres. Et on revient, de diminuer la contribution des États membres et d'augmenter les ressources propres. Et on revient à la question fédérale aussi, parce que ce que disait Édouard tout à l'heure sur la fiscalité, le problème c'est que la fiscalité aujourd'hui, ça n'est pas de la compétence de l'Union européenne, à moins qu'il y ait l'unanimité des États, ce qui vous montre la facilité de la chose. Cependant, il y a évidemment des moyens d'augmenter le budget avec ses ressources propres. À Génération, on est très clair sur ce plan. Il y a la question, la fiscalité des grandes multinationales qui évitent, même si elles sont dans la légalité, quand elles le sont, parce que ce n'est pas toujours le cas, il y a aussi une partie d'évasion fiscale, mais même quand elles le sont, c'est un évitement fiscal qui peut être qualifié de fraude par rapport à l'esprit. Il y a ce fameux 0,005% que paye Apple sur l'ensemble des bénéfices qu'il fait au niveau européen. Donc cette taxation sur les multinationales, ça rapporterait déjà à peu près l'équivalent du budget annuel de l'Union. Il y a la taxation des transactions financières. Il y a
ce qui est cher à Édouard, l'ajustement carbone aux frontières. Et il y a évidemment d'autres possibilités. Donc là, on pourrait augmenter le budget, non seulement sans augmenter la contribution des États membres, mais voire en la diminuant. Alors après, dans le Green New Deal qu'on propose avec nos partenaires européens, il n'y a pas que le financement par l'impôt, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une forme d'emprunt. Alors le mot bruxellois, c'est quantitative easing, mais c'est une forme d'emprunt qui, en fait, il y a à peu près, dit-on, 500 milliards qui tournent sans trouver où investir. On pourrait donc, sans trouver d'investissement, et on pourrait là les utiliser pour répondre à tous les besoins qui sont les nôtres, et notamment, évidemment, la transition écologique, mais aussi la question de l'emploi. Pourquoi pas le revenu universel? Pourquoi pas? Bref, c'est pas les besoins qui manquent. C'est plutôt, et c'est pas non plus les moyens, à condition qu'on veuille bien les mettre à contribution. Et bien sûr, la question de la zone euro, et je terminerai par là, on est dans une situation complètement folle, où on a fait une zone monétaire, donc avec un instrument monétaire, un instrument économique, que personne ne contrôle. Enfin, quand je dis personne ne contrôle, en tout cas, pas les citoyens, même pas le Parlement. C'est on va dire les choses, hein, une espèce de technocratie qui sert de marionnette à tous les libéraux européens, et notamment à Angela Merkel, mais pas que. Hein, désormais, maintenant, dans le club, il y a Macron et d'autres. Mais en réalité, cette monnaie, elle est censée être gouvernée par la Banque Centrale Européenne, un peu par l'Eurogroupe, c'est-à-dire par les ministres de l'économie de la zone euro, et elle échappe totalement au contrôle démocratique. D'où la proposition que nous avions faite au moment de la campagne de Benoît Hamon, qui était d'instaurer un Parlement de la zone euro qui pourrait justement intervenir sur les questions fiscales, sur les questions de dette, sur les questions économiques en général, et qui pourrait être un contrôle démocratique, enfin, des questions économiques. Alors merci beaucoup Isabelle. Beaucoup de questions. Éric Baillet, Valérie Xavier Lenz, Claire-Vic Kernès, Tugdual sur des questions proprement politiques d'alliance. Donc je vais tenter évidemment de les commenter ou d'y répondre si je le peux. Tout d'abord, sur les alliances au niveau européen de génération. Les principes que nous avons posés sont les suivants. C'est que si nous voulons aujourd'hui qu'il soit une réponse non nationaliste à la crise de l'Europe et en même temps qui combatte réellement le néolibéralisme tel qu'il s'est instauré et détruit d'ailleurs l'Europe et favorise les nationalistes, il faut donc qu'il y ait une alliance transnationale européenne pour pouvoir lutter contre cela. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec Diem 25, qui a aujourd'hui à sa tête Yanis Varoufakis. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec Razem en Pologne, avec Alternativet, avec Libre, avec d'autres organisations pour avancer vers quoi? Eh bien, vers un véritable mouvement transnational européen qui aura un programme. Et ce programme, ce sera un programme européen et qui concernera donc tous les pays européens. Évidemment, il y aura des déclinaisons nationales car il y a des spécificités par pays, mais l'idée, c'est bien d'avoir un programme commun sur lequel toutes les organisations se mettent d'accord. Et on me pose la question de savoir comment nous jugeons cette alliance qui aurait été faite entre le Bloco, donc un parti portugais, le Podemos en Espagne et la France insoumise. Alors d'abord, nous nous réjouissons toujours quand des partis s'unissent au niveau européen. Quand ce sont des partis progressistes, évidemment, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais on constate néanmoins la chose suivante, c'est que nous n'aurions pas pu participer de cette alliance. Pourquoi ? Tout simplement parce que le programme qu'ils font n'est pas le programme qui est défendu par certains au niveau national. La France insoumise défend que si jamais les autres pays européens ne sont pas d'accord avec les propositions de la France, alors la France doit menacer de sortir de l'Union européenne. Le Bloco et Podemos ont refusé que cela soit dans le programme global au niveau européen, et il y a là trop de confusion, trop de contradictions. C'est à l'inverse de ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est au contraire une grande
clarté de messages communs entre des organisations qui sont bien d'accord sur les objectifs. Par exemple, ce grand plan d'investissement dont Isabelle vient de parler, ou la politique sociale, on y reviendra plus tard. Au niveau de la France, beaucoup de questions. Nous sommes ouverts aujourd'hui à discuter avec tous les mouvements progressistes et en premier lieu, évidemment, avec nos amis écologistes. Nous avons fait une campagne ensemble. Nous sommes, nous, génération écologiste. Dans notre charte qui nous fonde, eh bien, nous adhérons à la charte mondiale des Verts, des écologistes, et nous nous définissons comme étant la fusion de la tradition sociale de la gauche et du mouvement de l'écologie politique. Et nous pensons que avec Europe Écologie aujourd'hui, beaucoup de choses nous réunissent, en tout cas beaucoup plus que ce qui pourrait nous séparer, et donc nous espérons que nous pourrons ensemble pouvoir avoir des actions communes au niveau européen. Évidemment, nous sommes ouverts à discussion avec d'autres. Je pense au Parti communiste, mais avec des personnalités de la société civile ou même des mouvements de la société civile au niveau européen. C'est ce que nous faisons également avec un certain nombre d'ONG bien entendu. Alors, tout cela est en construction. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est figé. Beaucoup de travail nous attend. Le 25, Isabelle, tu vas à Lisbonne pour la deuxième étape de la construction de ce mouvement transnational avec les partenaires européens dont j'ai parlé. Et au niveau français, eh bien, ça progresse. Et nous verrons bien à l'été, nous ferons une évaluation de où nous en sommes, de qu'est-ce que nous proposerons aux membres de Génération comme stratégie pour les élections européenne. Alors, pour revenir maintenant à des questions un peu plus de fond. Édouard, sur notamment la question, on en a parlé tout à l'heure, sur la question qui a été posée en termes industriels et notamment le rapport avec les autres grandes puissances industrielles. Je pense à la Chine, bien évidemment. Il y a pas mal de questions sur comment on fait. Comment aujourd'hui on arrive à être, j'allais dire, concurrençable, ou plutôt comment pouvons-nous nous-mêmes concurrencer la Chine? Faut-il d'abord être dans cet esprit de concurrence? Comment faut-il faire aujourd'hui par rapport à ces pays qui n'ont absolument pas les mêmes normes? Tu as répondu en partie tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aurait des politiques spécifiques à mettre aujourd'hui au point pour défendre et promouvoir l'industrie européenne? Oui, et là, on n'a pas besoin de changer les traités pour être dynamique et offensif. Il nous faut une politique industrielle au niveau européen. Quoi qu'on puisse penser de l'Europe, il est illusoire de croire que tout seul dans son coin, tout seul dans son pays, aussi grand soit-il, on pourra faire tenir la concurrence à des géants comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou voire même les États-Unis. Et à travers les déclarations de guerre économique, entre guillemets, déclarées par Trump sur l'acier et l'aluminium, même si la forme est détestable, ça doit nous interpeller sur le fond. Parce que constate Trump aux États-Unis, c'est que le manque d'investissement récurrent depuis 15 ans a complètement affaibli des secteurs stratégiques, que ce soit l'acier, que ce soit l'aluminium. Et donc, pour se donner les moyens de mettre ces outils à flot, parce qu'ils ont perdu en compétitivité en termes de qualité, en termes même y compris de quantité, et y compris en termes de pollution. Donc, il a besoin de se refaire une santé financière pour moderniser son outil de travail. Et c'est là, c'est quand même extraordinaire, c'est que ce soit l'antre du libre-échange, du libéralisme en outrance, qui soit victime de sa propre politique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Trump, comme l'Europe aujourd'hui ne le fait pas non plus, n'a pas obligé ses actionnaires à dire, attendez, c'est bien de vous mettre de l'argent dans la poche quand vous gagnez de l'argent, mais quelle est la part qui est dédiée à l'investissement? Et l'Europe court le même danger que les États-Unis. C'est nous manquons d'investissement aujourd'hui au niveau européen. Nous ne consolidons pas suffisamment notre secteur industriel. Je rappelle qu'un emploi industriel en engendre 3 autres. Et c'est là la force de la Chine, c'est qu'elle a les capacités et industrielles et financières. Donc elle nous fait une guerre sans faille, concurrence déloyale, et nous sommes un peu les naïfs de cette planète Terre. Et on a des outils. On a des outils pour effectivement être, je veux dire, bons en termes de qualité environnementale, sociale, fiscale, et y compris technique. On a les moyens. Ce qui nous manque, c'est une dynamique européenne. Et l'Europe a compris, la Chine, pardon, elle a compris que la faiblesse de l'Europe, c'est le manque d'Europe. Donc, elle joue les divisions internes entre nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une réflexion commune. Et là, nous devons aussi faire en sorte que l'Europe, au lieu de tenir des discours sur l'utilité d'un tissu industriel fort,
eh bien mettre des actes en adéquation avec ses propos. Par exemple, je vais vous citer un exemple qui est en cours d'élaboration, en tout cas la Commission doit se positionner prochainement, le secteur de l'acier. ArcelorMittal qui rachète une grande entreprise italienne, et donc il est effectivement en position dominante sur le marché européen, et la Commission dit à Mittal, nous ne pouvons pas accepter que vous soyez en position dominante, vous devez vous séparer de certains établissements de production d'acier. Et c'est le cas, 5 établissements. En Belgique, à Liège, à Dudelange, au Luxembourg, Skopje en Macédoine, Ostrava en République tchèque et Piombino en Italie et Galati en Roumanie, pardon. Ça fait 6 établissements. À votre avis, qui est en capacité aujourd'hui de racheter ces 6 sites? Il y a 2 possibilités. Soit c'est le secteur financier, les grosses infrastructures financières, qui eux n'auront que d'intérêt d'avoir une croissance et un retour sur investissement à 2 chiffres. Ils n'ont que faire de la productivité, de la compétitivité et du respect du social et de l'environnement de ces établissements-là. Ou alors les Chinois, parce que eux ont les moyens d'acheter ces entreprises. Donc lorsque Juncker dit « je ne veux pas d'une Europe offerte », eh bien malheureusement, nos outils aujourd'hui offrent sur un plateau en argent notre tissu industriel. Et si toutefois les États ne sont pas assez courageux, et que la France ne prenne pas part à dire « ça ne peut plus durer », eh bien il faudrait au moins qu'on ait le courage, en tout cas, moi je vais travailler avec mes collègues au Parlement européen pour dire « ok, vous voulez vendre ces sites-là, mais il faudrait que l'argent que l'entreprise va gagner sur la vente de ces sites-là, au moins une bonne partie de cet argent-là soit obligatoirement dédiée à l'investissement industriel. » Idem pour ceux qui vont acheter. Une partie de l'acquisition doit aller à l'investissement industriel. Voilà, on n'a pas besoin de changer les traités pour ça. On n'a pas besoin de grands discours ou quoi que ce soit. Il faut simplement du courage politique. Et là, on peut effectivement avoir une Europe industrialisée qui profite au climat, qui profite aux travailleurs et qui profite à nos entreprises. Alors, Edouard, tu vas poursuivre parce que là, j'ai une question d'Ulysse qui est très importante. C'est comment déroger à la directive, faut-il d'ailleurs, qui demande l'ouverture à la concurrence, notamment rail et barrage. Et sur le barrage, tu as beaucoup travaillé. Alors, est-ce que c'est qu'une question de directive, cette affaire de ce qui se passe en France, là? Non mais là aussi, c'est Ulysse, c'est ça? Oui, Ulysse. Merci pour cette question, parce que ça va me permettre aussi de rétablir et de mettre l'église au milieu du village, de rétablir une vérité. C'est un peu comme la SNCF. Arrêtons de croire, ou en tout cas les différents gouvernements qui se sont succédés, il faut qu'ils arrêtent de prendre les citoyens européens et français pour des imbéciles. Si aujourd'hui il y a l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, s'il y a l'ouverture à la concurrence de l'énergie, notamment les barrages hydrauliques, parce que le barrage hydraulique c'est ô combien important, ça n'est pas uniquement un outil qui nous permet de produire de l'énergie, c'est aussi toute la gestion de l'eau et de la faune et de la flore, c'est extrêmement important. C'est tout simplement parce que la France, à un moment donné, a accepté lors des débats au Conseil de dire « Ok, nous sommes partants pour ouvrir à la concurrence et le ferroviaire et le barrage hydraulique. » Et ce qui est grave dans cette affaire-là, c'est que si à un moment donné, l'Europe ne doit et ne peut se construire qu'autour de la satanée concurrence exacerbée, si l'idée européenne c'est on va produire toujours moins cher parce qu'il faut que ça profite aux consommateurs, les citoyens ne sont pas que des consommateurs, ce sont aussi des citoyens, ce sont des travailleurs, eh bien ce petit jeu-là, on va tous y perdre, parce que les Chinois vont tous nous mettre d'accord, ils sont moins chers surtout, y compris sur le matériel ferroviaire. Et donc je mets en garde la Commission, je mets en garde le Conseil, nous sommes en train d'ouvrir une boîte de Pandore qui va nous revenir en pleine figure, et c'est surtout les citoyens qui vont payer l'addition. Et lorsqu'on défend la chose publique, c'est pas uniquement défendre, arc-bouter un statut, parce que c'est important. C'est comment on défend l'intérêt général à travers justement le statut public, parce que l'entreprise publique, c'est une entreprise qui est là pour, qui doit profiter à l'intérêt général. L'ouverture à la concurrence, quelle que soit la qualité du repreneur, il a d'abord des actionnaires à satisfaire, et c'est à travers le retour sur investissement et les dividendes qu'on les satisfait, les actionnaires. Et donc c'est même l'âme de l'Europe qui risque de partir en déliquescence. Et si on veut avoir une Europe industrielle forte, comme le veut Tajani et Juncker, et comme l'a déclaré M. Macron, il y a des secteurs, il y a des sujets qu'on ne peut pas ouvrir à la concurrence parce qu'on sait où ça nous mène. Merci Edouard. Alors on va bientôt finir, mais il y a un ensemble de questions qui en fait rejoint un petit peu les mêmes choses. Alors je propose que Isabelle, je vais t'en donner une partie, puis je vais peut-être à la fin faire le reste. C'est sur en fait la capacité
que nous pourrions avoir en tant que parlementaires européens de faire des choses. C'est quoi, j'allais dire, le pouvoir réel du Parlement européen? Et s'il n'en a pas assez, quel pouvoir supplémentaire faudrait-il lui donner? Un très bon exemple, là, de Martine, comment comptez-vous mettre en place l'harmonisation fiscale? C'est quand même une excellente question. Sur l'harmonisation fiscale, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que il est vrai que ça serait beaucoup plus simple si les traités, tels qu'ils sont, n'exigeaient pas l'unanimité du Conseil. C'est clair. Ça nous faciliterait la vie, on arriverait plus facilement à un meilleur rapport de force. Cependant, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Génération, avec ses partenaires européens, Varoufakis, Alternativet, Livré et Razem, etc., nous sommes d'accord pour dire que même si il y a nécessité d'agir vite lors de la prochaine mandature, il n'empêche pas qu'il n'en demeure pas moins qu'il faudra bien modifier les traités, mais ceci va prendre du temps puisqu'il y a des procédures dans chaque État membre pour valider, et puis il faudra obtenir des majorités. Cependant, c'est pas parce que les traités ne sont pas changés qu'on ne peut rien faire. La preuve, c'est que je parlais tout à l'heure de la corporate tax, enfin sur le fait que les multinationales qui évitent l'impôt par tous les moyens, si elles peuvent le faire, c'est notamment parce que les bases fiscales ne sont pas les mêmes partout. Et que, comme je le disais, il peut, dans certains pays, on va taxer par le nombre de salariés, dans d'autres uniquement sur les bénéfices, etc. Donc les bases sur lesquelles on va poser la fiscalité n'étant pas les mêmes partout, eh bien à chaque fois, les multinationales vont là où ça les intéresse le plus, en fonction de leur profit. Et donc on a commencé, puisque on a voté dans ce Parlement, et la Commission d'ailleurs a défendu, il faut dire qu'elle n'avait pas trop le choix, parce que c'était après l'affaire LuxLeaks, et que, en plus, avec Jean-Claude Juncker comme président de la Commission, il était un peu mal le garçon, et il a bien dû avancer sur cette question, et donc on a voté ici au Parlement ce qu'on appelle la base commune des entreprises, et qui permettra déjà d'avoir partout les mêmes règles du jeu. Alors après, il faudra encore un taux commun, c'est pas gagné. Mais en tout cas, on a déjà avancé, ça va pas assez vite, et je dirais qu'il y a presque 3 solutions. Le rapport de force, déjà, et le rapport de force citoyen, en premier lieu. Je pense que c'est la meilleure solution. L'affaire LuxLeaks, d'ailleurs, pourquoi ça a avancé? C'est parce que ça a constitué dans toute l'Europe une espèce de ras-le-bol, un cri de colère qui a obligé la Commission à avancer et qui nous a permis aussi au Parlement de gagner sur les votes. Donc le rapport de force citoyen, c'est essentiel. Et puis bien sûr la bataille au Parlement et le fait de trouver des partenaires et des alliés. Après, comme je le disais, il y a la règle de l'unanimité, c'est vrai, mais je pense que si le rapport de force est suffisamment déterminé, je ne vois pas comment il pourrait refuser, d'autant que, comme je le disais, parce que j'avais un débat avec Arthuis sur cette question, qui me disait oui, mais la corporate, c'est des multinationales qui vont le répercuter sur les prix. Oui, enfin, en attendant, pour l'instant, ce sont des entreprises qui ne payent pas d'impôts, alors que tous les citoyens payent la TVA, que la plupart des salariés payent l'impôt sur le revenu, et que les petites entreprises, elles, ou les artisans, payent l'impôt sur les sociétés. Donc déjà, c'est même pas seulement une question, je dirais, de remplir les caisses. C'est déjà important, les finances publiques, parce que c'est avec les finances publiques qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire de la redistribution, et s'il y a un creusement des inégalités, c'est aussi à cause de ça, mais c'est aussi une question, comme tu dis, Édouard, de justice fiscale. Donc, et sociale. Et sociale. Et donc là, il y a vraiment un enjeu majeur, et d'ailleurs, juste une petite aparté sur Macron, parce qu'il était, n'est-ce pas, nous avons eu l'honneur de le recevoir ce matin dans l'hémicycle, et lui, il est en train de tuer la corporate tax. Parce qu'il voit bien que ça avance. Et comme il voit que ça avance, et comme il veut privilégier toujours les mêmes, je ne fais pas de dessin, eh bien il est en train d'essayer de substituer à la corporate tax, c'est-à-dire un impôt qui toucherait toutes les multinationales qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, il est en train d'essayer d'y substituer la taxe sur le digital, sur le numérique, qui toucherait, elle, uniquement les GAFA. C'est une imposture totale, et il faut le dire à 2 titres.
Pour le premier, c'est une imposture parce qu'évidemment, ça va éviter de se poser la question de Starbucks Café, de McDonald's, de Total, enfin je fais pas la liste, il y en a trop. Donc ça va les protéger. Mais en plus, même pour les GAFA pourront très bien dire ah ouais, mais vous n'allez pas nous taxer au niveau de l'impôt sur les sociétés. Tu dis ce que enfin, sont là, les GAFA. oui, bien sûr, je sais. Les GAFA, pardon. Pour ceux oui, qui nous tu as écoutent. raison, ce sont les entreprises du numérique. Enfin, Google, Apple, Facebook, voilà, Amazon. Merci. Et donc, même pour les GAFA, ça sera du pain béni, entre guillemets, puisque, évidemment, elles ne seront pas taxées au niveau où elles auraient été taxées par un impôt sur les sociétés. Donc, belle arnaque. Alors, on va bientôt finir, je crois, avec un certain nombre de questions qui sont liées au social et je voulais évidemment en traiter. Alors, tout d'abord, premier élément très important, je crois que c'est Martine qui dit « Mais le Parlement n'a donc aucun pouvoir de contrôle économique ». Pas beaucoup, mais il en a. Et quand il en use, encore faut-il bien le faire. Exemple sur le CETA. Le CETA n'aurait pas vu le jour, cet accord de libre-échange avec le Canada qui n'a pas les bons critères ni sociaux ni écologiques, s'il n'y avait pas eu un vote majoritaire autorisant la ratification du CETA pour l'Union européenne. Et c'est bien le Parlement européen qui l'a voté. Donc, les gens que vous envoyez au Parlement européen, c'est extrêmement important parce qu'ils prennent des décisions en votre nom et ne croyez pas qu'ils soient impuissants. Mais c'est vrai que le Parlement européen manque d'une arme. C'est ce qu'on appelle l'initiative législative, c'est-à-dire la capacité à se saisir lui-même et à imposer des lois, en fait, que la Commission devra ensuite, exécuter. Et le problème que nous avons, c'est que aujourd'hui, ce droit nous a été refusé. Nous ne pouvons simplement que traiter des propositions de la Commission et ensuite se mettre d'accord avec le Conseil, les chefs d'État et de gouvernement pour dire oui, non, peut-être à ces propositions, mais nous n'avons pas ce pouvoir d'initiative. Ce sera une des revendications majeures que nous aurons évidemment pour démocratiser l'Europe, que ce pouvoir d'initiative du Parlement. Il y a une révolution parlementaire à faire dans l'Union européenne, on le voit bien. Et cela m'amène à la question des traités, puisque c'est Yves Wagner qui me pose la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas tout simplement changer les traités pour aller vers plus de justice sociale? Alors, il est vrai que les traités handicapent fortement l'harmonisation sociale, puisque il est dit dans les traités que le social, c'est une compétence nationale, et ce sont les traités 151 et 153 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne ne fait que compléter l'action sociale des États. Mais déjà, compléter l'action sociale des États, ça permettrait de faire beaucoup mieux que ce qui est fait aujourd'hui et que le peu qui est proposé par la Commission et surtout le peu qui est accepté par la droite majoritaire aujourd'hui au Parlement. Donc même dans les traités actuels, nous pourrions faire beaucoup mieux aujourd'hui en termes de justice sociale, de lutte contre le dumping social et de convergence sociale. Mais il est vrai, et c'est la position de Génération, qu'il faut changer les traités et que pour cela, il faudra qu'il y ait un processus démocratique, des conventions qui amènent à ce changement. Pour autant, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que ces traités soient changés pour agir. Il y a urgence, et d'ailleurs, notre programme, quand il sera définitivement élaboré, sera bien un plan d'urgence pour l'Europe. Dernière question, enfin, on me demande si la convergence des systèmes sociaux ne serait pas un danger qui amènerait à des systèmes hauts comme le nôtre, finalement, à baisser leur niveau pour être dans une moyenne européenne. Non, les principes que nous posons de manière extrêmement claire, c'est convergence sociale par le haut. Il ne doit pas y avoir moins de droits pour certains, plus de droits pour d'autres. C'est plus de droits vers le haut pour arriver à ce que l'optimum atteint par certains pays européens devienne la norme européenne. Voilà, Isabelle, peut-être un mot sur la procédure en cours au sein aujourd'hui de Génération de consultation justement sur les questions européennes. Oui, alors d'abord je voudrais dire à Marielle qui nous demande si d'autres rendez-vous comme celui-ci en direct auront lieu. Oui, Marielle, ça aura lieu. Je ne peux pas encore te dire à quel moment, mais on recommencera. En plus, on est bien tous les trois là. Ensuite, sur la consultation, c'est très important. Vous avez encore jusqu'au 21 avril pour répondre à la consultation de Génération. Je rappelle que dans cette consultation, il y a l'approbation ou le refus de la charte de l'appel de Naples, appel de Naples que nous avons voté avec l'ensemble de nos partenaires. Il y a le code éthique, et j'en profite pour répondre à Carole de Lille sur le code éthique que nous avons demandé la modification des 50%, c'est-à-dire de la parité
dans le texte. Et si nous ne l'obtenons pas, je pense que le code éthique ne sera pas retenu. La troisième chose, c'est bien sûr le programme, puisque pour l'instant, Guillaume a dit qu'on avait un rendez-vous à Lisbonne à la fin du mois, et justement, à la fin du mois, nous allons commencer à discuter du programme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à tous les membres de Génération qui le souhaitent de dire, à partir d'une proposition qui a été faite, quelles sont les priorités politiques qu'ils souhaitent voir dans ce programme, qui sera le programme de notre plateforme européenne commune. Et donc, vous pouvez l'amender, supprimer, ajouter, modifier, tout est possible. Nous traiterons ensuite vos amendements, un peu comme on l'avait fait pour la charte, et puis on aura une espèce de mandat de négociation. Alors évidemment, un mandat de négociation, il faut aussi le discuter avec nos partenaires, mais soyez sûrs que nous défendrons évidemment la position des membres de Génération dans les meilleures conditions. Voilà, donc on peut vous dire au revoir. Merci à tous de votre participation. Bonne soirée. Bonne soirée. Désolée pour les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Mais comme il y aura un prochain rendez-vous, à très bientôt.